Ils ont dit qu'il n'y avait personne là-bas. La tour avait juré que la piste était dégagée. Mais le commandant Robert Miller l'a vu, Jésus-Christ en personne, debout au milieu de l'asphalte, calme et resplendissant de blanc, alors qu'un Airbus A320 fonçait vers lui à 220 km/h. Il était 6h43 du matin à l'aéroport Charles de Gaulle, à Paris. Le genre de matin dont rêvaient les pilotes. Ciel dégagé, air immobile, visibilité presque infinie. Les lumières de la piste brûlaient d'un bleu pâle contre la fin de la nuit, et la tour reflétait dorée sous le premier soleil. Dans le cockpit du vol Air France 404, à destination de Lisbonne, le commandant Robert Miller ajustait son casque. La voix ferme, les mouvements précis. 22 ans à piloter des avions commerciaux l'avaient rendu homme d'habitude, de contrôle et de logique. Rien de mystique, rien d'inexplicable. À ses côtés, le copilote Théo Morel, 32 ans, spirituel et un peu irrévérencieux, souriait en vérifiant les derniers paramètres. « Quand tu veux, commandant. » Rob acquiesça d'un bref geste. « Puissance stable, poussée ajustée. Allons-y. » Du fond de l'avion venaient les sons étouffés de la cabine. Passagers s'installant, enfants se plaignant du froid matinal, couples consultant leur téléphone. Un garçon collait son visage à la fenêtre, fasciné par le mouvement des camions sur le tarmac. Personne là-bas ne savait que dans les 60 secondes suivantes, leur vie serait suspendue entre le naturel et le sacré. Dans la tour de contrôle, l'opérateur Jean Lemoine buvait son café tiède, les yeux fixés sur les écrans. Air France 404, autorisé au décollage. Piste 26 droite, vent calme. Reçu, tour. Air France 404 commence la course. L'Airbus commença à bouger, lentement au début, puis plus vite. Les moteurs rugissaient, et le nez de l'avion tremblait sous la force croissante. 40 nœuds, 60, 80. C'était un matin absolument ordinaire, jusqu'à ce que le silence tombe dans la poitrine de Robert Miller. Le bruit des moteurs perdit de sa force, comme si quelqu'un avait tourné le bouton du volume du monde. Sa respiration ralentit. Le manche sous ses mains semblait plus léger, presque distant. Et puis il l'a vu. Un homme, en blanc, la tunique frôlant l'asphalte, marchant directement vers le centre de la piste. Une bande rouge lui traversait les épaules comme une lumière liquide. Pieds nus, cheveux sombres flottant avec le déplacement de l'air. Mais c'était la démarche qui choquait le plus. Il n'y avait pas de hâte. Chaque pas était une quiétude qui n'appartenait pas à ce monde. Il n'exprimait pas de peur. Il était paix, une autorité sans son. Pendant une fraction de seconde, l'esprit de Rob cria « Hallucination ». Les pilotes ne voient pas ce qui n'est pas là, pas après tant d'heures de vol. Mais quelque chose de plus profond murmura plus fort. C'est réel. Tour, ici le 404. Il y a quelqu'un sur la piste. Sa voix coupa la radio, rauque, urgente. Statique. Puis, négatif, 404. La 26 droite est dégagée, confirmé. Théo fronça les sourcils, regardant devant. « Commandant, je ne vois pas. Abandonnez le décollage. » Le cri de Rob n'était pas réfléchi, c'était de l'instinct pur. Ses mains repoussèrent les manettes en arrière. Il tira les inverseurs. Les freins furent actionnés à pleine puissance. L'Airbus hurla de protestation. L'avion trembla comme un animal blessé, essayant d'arrêter sa propre course. Les masques à oxygène tremblèrent. Le café vola. Un cri résonna de la rangée 9. Au siège 14A, une jeune mariée serra la main de son mari jusqu'à ce que ses doigts deviennent blancs. À la 22F, une vieille dame ferma les yeux et murmura une prière qu'elle n'avait pas prononcée à voix haute depuis qu'elle était veuve. Jésus prend le contrôle. Dans la tour, Jean se figea en voyant les feux de freinage clignoter. Une alerte s'afficha à l'écran. Dans la cabine, le monde de Rob se fragmenta en couleurs, sons et mémoire. L'odeur de caoutchouc brûlé, le son des pneus qui crissent, la respiration tendue de Théo à côté. Et à travers le pare-brise, la silhouette était toujours là, inerte, les bras maintenant levés comme pour bénir. Et puis vint quelque chose qui n'appartient à aucune piste d'aéroport. L'odeur des fleurs. Pas de lavande, ni de jasmin, ni rien qui puisse être nommé. C'était ancien, sauvage, doux. C'était le parfum d'un jardin avant le temps. Il enveloppa l'esprit de Rob comme la lumière filtrant à travers un vitrail. Tous ses nerfs criaient, mais toute peur cessa. Et ses yeux, Jésus-Christ le regardait. Et dans ce regard, Robert vit toute sa vie. La douleur, la perte,
le vide laissé par la mort de son frère, tout était révélé et, d'une certaine manière, doucement touché. Le visage devant lui n'accusait pas. Il connaissait simplement. Il disait sans mots, « Tu as douté, mais je ne suis jamais parti. » Quand l'A320 s'arrêta enfin, les moteurs revinrent à un ronronnement bas, presque tremblant. Le silence tomba sur la cabine, sauf pour la respiration lourde de 2 pilotes qui avaient désobéi à tout le protocole. « Tour !» murmura Rob. Il y avait quelqu'un là. De l'autre côté, la voix de Jean hésita pour la première fois. « Capitaine !» La piste est complètement dégagée, mais Rob ne pouvait pas détourner le regard. Jésus était toujours devant eux. Et puis, lentement, comme pour bénir chaque âme à bord, il leva les mains plus haut. La lumière se répandit à travers le verre de la cabine. Et pendant un instant impossible, Robert Miller ressentit quelque chose qu'aucun instrument ne peut enregistrer. Une paix absolue. Une seconde plus tard, la lumière disparut. L'homme avait disparu. Il ne restait que le ronronnement des moteurs et l'odeur de caoutchouc brûlé. Dans la tour, les alarmes se taisaient. Dans l'avion, les passagers murmuraient. Mais dans la cabine exiguë de l'A320, le commandant Robert Miller savait. Il savait qui était là. Et avant la fin de la journée, il découvrirait qu'à ce moment précis, un avion léger, invisible au radar, avait croisé son chemin, à quelques secondes d'une collision catastrophique. Quelqu'un s'était interposé entre eux, l'homme sur la piste, Jésus-Christ. L'Airbus A320 restait immobile sur la piste 26 droite, ses moteurs murmurant encore chaleur et puissance contenue. Autour, le béton semblait respirer, comme s'il avait lui aussi vécu quelque chose qu'il ne savait expliquer. Dans la cabine, le silence était presque solide. Le premier à le briser fut Théo. « Commandant, vous allez bien ?» La question vint avec prudence, comme si des mots trop brusques pouvaient effrayer ceux qui étaient encore là. Robert Miller ne répondit pas immédiatement, les mains toujours posées sur le manche, la bouche entr'ouverte, les yeux fixés dans le vide. Mais ce n'était pas le vide, pour lui c'était encore lui. Enfin, dans un murmure, « J'ai vu. » « Quoi ?»« Un homme, juste devant nous, habillé en blanc. » Théo hésita. Il regarda à travers le pare-brise. Juste l'éclat du soleil sur l'asphalte humide. Aucune silhouette, aucune ombre, aucun signe. « Capitaine, je n'ai vu personne. » « J'ai vu. » La tour appelait à nouveau, plus formelle maintenant, le français chargé de prudence professionnelle. « Air France 404, confirmez votre condition. Besoin d'assistance médicale ou technique ?» Robert appuya sur le bouton. « Négatif, Tour. L'avion est en sécurité. Aucun dommage. Mais il y a eu une perception visuelle. Quelqu'un sur la piste. Un long silence de l'autre côté. Puis, « Capitaine, les moniteurs confirment, la piste est dégagée. Nous répétons, aucune obstruction. » Robert ne répondit pas. Il relâcha lentement les manettes. Il s'adossa au siège, mais sans fermer les yeux. Il pouvait encore sentir la présence. Sur le siège du copilote, Théo essayait de comprendre ce qu'il venait de vivre. Les freins brusques, l'odeur étrange dans l'air, la vague soudaine de calme au milieu de la panique. « Je n'ai vu personne, mais j'ai senti quelque chose. » Rob tourna lentement la tête. « Tu as senti quoi ?» Théo se gratta le menton, gêné. « La paix. Mais pas n'importe quelle paix. Quelque chose que je ne peux pas décrire. » Dehors, 3 véhicules de sécurité s'approchaient sur le côté de la piste, les phares tournant en orange. « Ils vont vouloir des explications, » murmura Théo. « Qu'ils donnent d'abord, » répondit Rob, d'une voix distante, une explication pour ce qui n'est pas apparu sur les caméras. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'avion, les passagers étaient encore sous le choc. Certains priaient en silence, d'autres envoyaient des messages précipités sur leur téléphone. Dans la rangée 22, la vieille dame serrait un chapelet contre ses lèvres. Ses yeux embués ne regardaient à personne, seulement le ciel. « Je l'ai senti », murmurait-elle doucement. Il était là. Dans le siège 14A, la jeune mariée tremblait discrètement, sans comprendre la nausée étrange qui ne venait pas de l'estomac, mais de l'âme. Par la fenêtre, le garçon du siège 18F se tourna vers sa mère et dit « Maman, l'homme a disparu. » Elle ne prêta même pas attention. Elle passa simplement la main dans les cheveux de son fils, distraite, confuse. Dans la tour de contrôle,
Jean Lemoine essuyait la sueur de son front. Les caméras ne montraient rien. Rien sous tous les angles. Ni ombre, ni flou, ni interférence thermique. Ils ont freiné fort. Comme si la mort était devant eux, murmura-t-il. Derrière lui, la superviseure technique Claire Montreuil regardait le replay du freinage. Elle mit la vidéo en pause. L'écran se figea au moment exact où l'avion commençait à ralentir. Rien. Il a juré qu'il y avait quelqu'un. C'est un homme sérieux, pas d'historique de délire, expérimenté. Claire prit une profonde inspiration. Peut-être qu'il a vu, ce qui ne se montre pas aux caméras. Jean tourna la tête, surpris par la phrase. « Claire, tu crois à ça? Je crois qu'il y a des choses qui nous voient d'abord, et parfois seuls certains ont les yeux pour voir en retour. » De retour sur la piste, Robert Miller descendit les marches lentement. Il posa le pied sur le sol, comme quelqu'un qui revient d'un autre monde. Deux hommes de la sécurité s'approchèrent. « Capitaine, vous allez bien? On peut vous emmener pour une évaluation médicale. » Robert secoua la tête. « Je n'ai pas besoin de médecin. » Il pointa la piste. « J'ai besoin que vous enquêtiez là-bas, au centre de la 26, 100 mètres avant la ligne de rotation. C'est là qu'il était. » L'agent regarda dans la direction indiquée. Juste du béton, de l'humidité, de la chaleur réfléchie. « Il ?» Robert regarda fixement, les yeux humides. « Jésus-Christ !» L'homme fit un pas en arrière, ne sachant pas s'il avait bien entendu. En haut de la tour, Claire repassait les images. Sur une des images, pendant moins d'une demi-seconde, elle vit une distorsion. Elle mit en pause, agrandit. Ce n'était pas une forme claire. C'était un faisceau de lumière verticale, translucide, comme si l'air lui-même s'était courbé en révérence. Jean jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Réflexe. Claire secoue la tête. C'est autre chose. Et quoi que ce soit, c'est apparu au moment précis où il a freiné. Dans le vestiaire du terminal, Robert se lavait le visage devant le miroir. L'uniforme en sueur, le col ouvert. Il se regarda, comme on regarde un étranger. « Je t'ai vu. » Sa voix était un murmure presque enfantin. « Et tu m'as vu. » Un toucher dans sa poche le rappela. La petite image de la sainte face, laissée là par Caroline ce matin-là. Il l'avait presque ignorée en partant, pensant que c'était juste un billet quelconque. Maintenant, ça brûlait dans ses mains. Dehors, les avions continuaient de décoller. Des vies allant et venant. Le monde ne s'arrêtait pas. Mais pour Robert Miller, quelque chose s'était arrêté à cet instant. Le doute. Le silence de 3 ans qui lui rongeait l'âme. Le Dieu absent de tant de prières ignorées. Il avait été là, sur la piste, et le monde entier pouvait dire le contraire. Mais les yeux de Robert ne seraient plus jamais les mêmes. La lumière de la cuisine était encore jaune quand Caroline Miller se réveilla. Il était 4h15 du matin, dans le quartier de Clichy-sous-Bois, à l'est de Paris. Dehors, les rues étaient calmes, couvertes par un froid léger de fin d'hiver. Le trottoir encore humide reflétait la faible lumière publique, et au loin, le bruit des premiers trains du RER résonnait comme un soupir du monde qui s'éveille. À l'intérieur de la maison, tout était immobile. Caroline n'avait pas été réveillée par le réveil, ni par un bruit. C'était un autre type d'appel, silencieux, mais urgent. Une sorte de poids sur la poitrine qui n'apportait pas de peur, mais une inquiétude sacrée. Elle s'assit au bord du lit pendant un long moment, sans comprendre. Juste en respirant. L'homme à ses côtés dormait profondément. Rob, son mari, le capitaine Robert Miller. Elle le regarda, le visage tranquille sur l'oreiller, les traits mûrs façonnés par des années de vol et de silence. Il était encore beau, mais il y avait une ombre sous ses yeux qu'elle connaissait bien. Il a fallu des années pour apprendre la différence entre la fatigue et l'absence. Depuis que le frère de Rob était mort dans un accident de moto, il y a 3 ans, elle sentait que son mari était rentré à la maison seulement avec son corps. Son âme était restée dans un hôpital, dans cette salle où ils avaient reconnu le corps de son frère. Depuis lors, l'homme qui avait l'habitude de prier avec elle avant chaque vol, qui bénissait les enfants avant l'école et qui disait « Merci Seigneur » à l'atterrissage, s'était tu, pas par colère, par rupture. Rob n'avait jamais dit « J'ai cessé de croire ». Mais son silence était suffisant. Caroline se leva lentement, pour ne pas le réveiller, et descendit à la cuisine. La vieille bouilloire chantait doucement pendant qu'elle préparait le café.
L'arôme monta, remplissant la maison d'un ancien souvenir, de matins heureux, avec des rires d'enfants et une radio jouant Édith Piaf. Elle prit la tasse bleue qui disait « meilleur pilote du monde ». Les enfants avaient peint ça avec de la peinture céramique dans un atelier de quartier, 5 ou 6 Noëls auparavant. Les lettres étaient déjà fanées. Quand elle entendit les pas à l'étage, elle savait déjà « il était réveillé ». Rob apparut à la porte de la cuisine déjà habillé, uniforme impeccable, cravate serrée, épaulettes alignées. « Bonjour », dit-elle, essayant de sourire. « Bonjour », répondit-il, les yeux toujours fixés sur la tablette de navigation. Il ne l'embrassa pas, ni ne toucha son bras. Mais elle n'espérait plus. « Lisbonne aujourd'hui » demanda-t-elle. « Oui. Départ à 6h50. Presque tous les passagers déjà enregistrés. Ciel dégagé. Conditions idéales. » Elle a tendu la tasse. Leurs mains se sont frôlées un instant. Une électricité ancienne. « Prends soin de toi. Je fais toujours attention. » Il a pris les clés, le sac de vol et s'est tourné pour partir. Mais Caroline est restée là, tenant sa tasse vide, les yeux fixés sur la porte fermée. Dans le salon, le canapé gris gardait encore l'empreinte de son corps de la nuit précédente. Le tapis avait des miettes de pain. Le silence était plus grand que l'espace. Elle ne savait pas pourquoi, pas logiquement, mais elle ressentait une pression qui frôlait le sacré. Comme si Dieu était à la porte. Et comme elle le faisait depuis 3 ans, elle s'est agenouillée près du canapé, les genoux contre le tapis froid, et a prié. Mais ce matin-là, les mots étaient différents. Ils ne demandaient pas de bénédiction générique. Ils ne demandaient pas de protection protocolaire. C'était autre chose, une demande d'âme à âme. Jésus, ramène-le, s'il faut un miracle pour ça. Que ce soit aujourd'hui. Là-haut, dans la chambre des enfants, Sophie faisait semblant de dormir. Elle avait 16 ans. Sa foi était une chose brisée comme un vitrail fissuré par le temps. Elle entendait les murmures de sa mère, mais ne descendait pas. Elle restait là, allongée, regardant le plafond couvert d'autocollants fluorescents. Autrefois, son père lui disait bonne nuit en posant la main sur sa tête, faisant une petite prière. Aujourd'hui, le son de la porte se fermant était tout ce qui restait. De l'autre côté du couloir, Dylan dormait. Il avait 12 ans et une foi d'enfant. De celles qui parlent encore à Dieu sans savoir s'il répond. Tous les soirs avant de dormir, il disait « Protège papa là-haut », une petite prière, mais pure. Ce matin-là, quand Rob a pris l'autoroute A3 en direction de l'aéroport, Caroline était déjà retournée à la cuisine, lavant la tasse. La vitre de la fenêtre était embuée. Dehors, le ciel s'éclaircissait lentement. Elle a fermé les yeux, tenant le torchon entre ses mains. « Jésus, s'il ne peut plus te voir par la foi, alors qu'il te voie par la vérité. » À cet instant, quelque chose a changé dans l'air. Pas un son, pas une lumière, mais une présence. Comme si le temps retenait son souffle, elle ne l'a pas vu. Mais elle a su, quelque part, peut-être sur du béton ou sous un ciel de brouillard, Jésus-Christ marchait déjà. Vers quelqu'un qui avait cessé de croire. Le rapport a été remis sans commentaire. Sur le papier, tout semblait technique. Décollage avorté à 6h44 en raison d'une perception visuelle non confirmée par les instruments. Un rédacteur d'Air France le reformulerait plus tard avec un langage froid et précis. Possible illusion d'optique provoquée par réfraction thermique en conditions de faible luminosité. Mais il n'y avait aucune illusion. Et Robert Miller le savait. Des heures s'étaient écoulées depuis l'événement sur la piste 26. Le soleil illuminait déjà complètement le terminal 2F de Charles de Gaulle. Les passagers marchaient pressés avec leurs cafés et valises à roulettes, et le son métallique des annonces en français et en anglais remplissait le hall comme un mantra mécanique. Rob marchait parmi eux comme un survivant. La compagnie l'avait dispensé du reste de la journée par précaution. Mais il savait, il se méfiait. Il voulait évaluer son état psychologique. Fatigue, peut-être. Il a ri, amer. C'était plus facile pour le monde d'accepter sa folie que d'admettre qu'il avait vu l'infini debout au milieu de la piste. Assis sur l'une des chaises en cuir près de la zone VIP, il a retiré son badge, desserré le col et fermé les yeux. Mais tout ce qu'il voyait était la même chose. La tunique blanche se mouvant contre le vent, la bande rouge flamboyante comme du sang sans poids. Ce regard-là, il ne pouvait pas l'oublier. C'était plus qu'une image, c'était une présence. Une présence qui dépassait la logique, la doctrine, la science ou la raison. Et en même temps,
Il y avait le silence, un silence étrange, lourd, presque douloureux. Jésus était apparu là de manière réelle, visible, mais il n'avait rien dit, pas un mot, juste un regard. Et ce regard, pour une raison quelconque, le blessait plus que n'importe quelle phrase. Rob a essayé de rationaliser. Il a essayé de se souvenir de toutes les explications possibles. Mirages, reflets, souvenirs projetés par un traumatisme accumulé. Mais rien ne collait. Parce qu'il n'avait pas seulement vu, il avait ressenti. Ressenti comme si le temps s'arrêtait, comme si son cœur avait été placé sur une table invisible et examiné par quelqu'un qui le connaissait entièrement. Il n'y avait pas de condamnation dans ce regard, mais il n'y avait pas non plus de défense. C'était comme si le ciel disait « Je t'ai vu, et pourtant, je suis toujours là ». L'après-midi avançait lentement. Dehors, le trafic aérien continuait. Les contrôleurs retournaient au protocole. Les techniciens examinaient les caméras de la piste. Rien n'avait été trouvé. Aucun vestige. Aucune trace qu'un homme avait été là. Mais Robert savait ce qu'il avait vu. Et pire, il savait ce qu'il avait ressenti. C'était comme si, pendant un instant, il s'était souvenu de quelque chose qu'il avait vécu il y a très, très longtemps. Quelque chose d'enfoui. La foi. Pas la foi des belles paroles, ni la foi héritée des cérémonies d'enfance, mais la foi vivante, palpitante, intime. Celle qui, un jour, l'avait fait s'agenouiller à côté de Caroline dans le salon. La même qui faisait que sa fille demandait « Papa, on peut prier pour papa aujourd'hui ?» avant de dormir. Cette foi était morte 3 ans plus tôt, sur l'asphalte mouillé de l'autoroute entre Paris et Orléans, quand le téléphone avait sonné pour annoncer que le petit frère, Julien, ne reviendrait pas de l'hôpital. Et avec elle, quelque chose était mort en Rob aussi. Depuis lors, il avait appris à faire semblant, à sourire, à piloter efficacement, à remettre des rapports, à faire l'amour avec sa femme sans prononcer son nom en prière. Mais maintenant, quelque chose était différent. La présence était revenue, pas comme un sermon, pas comme une religion, mais comme une personne, et ça le déstabilisait. Il a pris son téléphone. Le pouce a hésité sur le contact de Caroline, mais il n'a pas appelé. Il ne savait pas quoi dire, comment expliquer que le silence de Dieu qui l'avait blessé si longtemps semblait maintenant plein. Comment expliquer que le vide qui le tourmentait depuis des années maintenant faisait mal d'une autre manière, comme un cœur qui recommence à ressentir après avoir été anesthésié pendant longtemps. À la même heure, à quelques kilomètres de là, Caroline nettoyait la table de la cuisine en silence. Les mains encore humides, les yeux lointains. Depuis qu'elle avait terminé la prière du matin, elle ressentait un nœud dans l'estomac. Pas de peur mais d'attente. Elle savait avec la certitude étrange que seule la foi accorde. Quelque chose s'était passé, quelque chose était en train de se passer. Pendant que Dylan jouait aux jeux vidéo et que Sophie écoutait de la musique avec des écouteurs, Caroline a pris le petit cadre photo sur la cheminée. C'était l'image ancienne du Sacré-Cœur de Jésus. Bordure dorée, expression douce. Il avait déjà été renversé, cassé et recollé plus d'une fois. Et ce matin-là, sans que Rob ne s'en aperçoive, elle l'avait discrètement glissé dans son sac de vol, entre les cartes et les documents. Un geste simple, presque enfantin. Mais maintenant, elle savait qu'il avait vu. Pas le portrait. Lui, Jésus. De l'autre côté de la ville, Robert marchait lentement vers le parking de l'aéroport. En passant devant une vitrine de livres, quelque chose l'a fait s'arrêter. Un titre dans la section spirituelle. Et si Dieu n'était jamais parti? Et si Dieu n'était jamais parti? Rob sourit ironiquement, mais le sourire s'estompa, parce que la vérité était, Dieu n'était jamais parti. C'était lui qui avait arrêté de regarder. Et à cet instant, quelque chose en lui murmura, sans voix, sans forme, mais clairement, je n'ai jamais quitté la piste. Le centre de contrôle de l'aviation civile française, installé à Athis-Mont, au sud de Paris, était un endroit où les miracles n'avaient pas le droit d'entrer. Là-bas, tout se mesurait en données, latitude, altitude et séquences de communication. L'extraordinaire était écarté avant même de devenir une hypothèse, mais ce matin-là, un mot apparaissait fréquemment dans les rapports, inexplicable. Depuis le moment où le vol AF404 avait avorté le décollage, 3 équipes avaient été dépêchées pour examiner le cas. L'aéronautique, Air France et le BEA, Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile.
Dans la tour de Charles de Gaulle, Jean Lemoine n'avait pas quitté son poste. Il regardait les images de la piste comme s'il essayait de voir entre les pixels quelque chose que les yeux ne pouvaient pas voir. « Toujours rien sur les enregistrements thermiques ?» demanda Claire Montreuil, s'asseyant à côté de lui avec un dossier plein de registres imprimés. « Rien ?» répondit Jean. « Tous les capteurs confirment, la piste était vide. Aucune signature thermique, aucun mouvement capté. Mais il y a eu une demande d'avortement de décollage et une réaction claire. L'avion a presque fait une marche arrière totale. Un commandant expérimenté n'agit pas ainsi par impulsion. » Jean tourna lentement la chaise, pensif. Et s'il avait vu quelque chose que les instruments ne voient pas? Claire resta silencieuse. Continue le replay. Je veux voir la séquence à partir de 80 nœuds. Jean obéit. Il fit défiler la vidéo. L'Airbus accélérait. La lumière du matin se reflétait sur les ailes. La cabine tremblait avec la force de la poussée. Et puis, au moment exact où l'avion commençait à freiner, ça apparut. « Arrête !» dit Claire, levant la main. Jean mit en pause. Ils se penchèrent sur l'écran. Un faisceau de lumière verticale, faible, inconstant, comme une pliure dans l'air. Jean plissa les yeux. Un reflet? Claire agrandit l'image. Ce n'était pas un reflet. Ce n'était pas une tache sur l'objectif. C'était une présence, ou du moins quelque chose qui interrompait le motif visuel de l'image. C'était exactement là où le commandant a dit qu'il avait vu quelqu'un, murmura-t-elle. Jean déglutit. Quoi que ce soit, ça a duré moins d'une demi-seconde. Claire se leva lentement, avec une expression distante. Et une demi-seconde peut faire la différence entre la vie et la mort. Au siège du BEA, des techniciens travaillaient sous un autre angle. L'un d'eux, Julien Mercier, observait un écran avec les données du radar primaire. Parmi les dizaines de trajectoires enregistrées ce matin-là, une attira son attention. C'était un point faible, intermittent, désigné comme FJB03, un écho perdu au milieu des schémas réguliers de trafic. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il. Julien suivit le point. Il venait de l'ouest, petite altitude, aucune réponse de transpondeur, aucune identification formelle, mais sa trajectoire. Il tapa rapidement, superposant la ligne de route à la carte de l'aéroport. La trajectoire coupait directement la piste 26 droite, à la même minute, à la même hauteur, un Cessna, probablement non autorisé, invisible au radar secondaire. Julien appela son superviseur. « Ça, c'est un miracle. » Cet après-midi-là, Robert Miller s'assit sur le banc en bois du jardin public, près de la station RER de Villepinte. C'était un endroit simple, avec des arbres nus à cause de l'hiver, des enfants jouant au ballon, et des personnes âgées marchant en silence. Il ne savait pas pourquoi il était venu là. Il avait juste besoin de ne pas être nulle part. Dans la poche intérieure de sa veste, il tenait le petit portrait de la Sainte Face, celui que Caroline avait mis là sans rien dire. Le même visage que, bien que sans explication logique, il avait vu sur la piste. Il passait lentement son doigt sur le verre comme s'il pouvait toucher l'instant. Et puis le téléphone vibra. C'était un numéro interne d'Air France. Il répondit. « Capitaine Miller, ici l'ingénieur en chef du département d'enquête. J'ai besoin que vous veniez au hangar 3. Il y a quelque chose que vous devez voir. » Dans le hangar, les techniciens l'attendaient à côté d'un écran avec des graphiques et des simulations en 3D. « On a trouvé quelque chose, monsieur, » dit l'ingénieur, avec une expression oscillante entre prudence et stupéfaction. Sur l'écran, une représentation animée de la trajectoire du vol 404 traversait la piste. Superposé, un nouveau point apparaissait. Un avion léger, volant à 150 mètres d'altitude, sans autorisation, et invisible au système standard. Un aéronef léger a traversé la piste en sens inverse, exactement 43 secondes après le début de l'accélération de votre vol. Rob ne dit rien. Si vous n'aviez pas interrompu, il y aurait eu collision, en plein vol, presque impossible à éviter. L'ingénieur le regarda. « Comment saviez-vous qu'il y avait un danger, capitaine ?» Rob mit du temps à répondre. « Je ne savais pas. » Il regarda fixement le point où les lignes de la simulation se croisaient. « J'ai vu quelqu'un. Debout sur la piste. » Le technicien hésita. « Les caméras ne montrent personne. » Rob acquiesça simplement. « J'ai vu. » Lentement,
Les yeux de l'ingénieur se détournèrent de l'écran. Il ne dit rien. Mais quelque chose dans son visage changea, comme si une partie de lui avait aussi vu. Des heures plus tard, chez lui, Rob entra silencieusement par la porte d'entrée. Caroline était sur le canapé, les genoux repliés, une couverture sur les jambes. Elle le regarda et sut immédiatement. Il s'est passé quelque chose. Il s'assit à côté d'elle, sortit de sa poche le portrait sacré et le lui tendit. « Tu as mis ça dans ma sacoche ?» Elle acquiesça, les larmes commençant déjà à remplir ses yeux. « Rob, qu'est-ce que tu as vu ?» Il regarda droit devant, dans le vide comme s'il voyait encore. « J'ai vu. Lui !» Elle ferma les yeux, le visage se tordant d'émotion. Il prit sa main, la serra fort. « Et si je te disais que l'avion aurait percuté un autre aéronef invisible, si je n'avais pas freiné ?» Caroline ne répondit pas, elle pleura simplement. Et pour la première fois depuis des années, il pleura aussi. Là, au milieu du salon simple d'une banlieue parisienne, deux corps s'enlacèrent. Mais c'était une autre étreinte, invisible, qui les enveloppait, celle qui vient du ciel quand quelqu'un rentre à la maison. Le soleil se cachait déjà derrière les toits parisiens quand Robert Miller tourna au coin de sa rue à Clichy-sous-Bois. La ville se teintait de tons dorés et bleutés, le genre de lumière qui adoucit même les murs tagués et les cordes à linge tordues des banlieues. Il conduisait lentement, comme si la voiture hésitait aussi à arriver. À sa gauche, la boulangerie où il achetait des croissants pour Dylan le dimanche. À droite, l'arrêt de bus où il avait laissé Sophie la première semaine de cours au lycée. Chaque image semblait plus nette que jamais, comme si le monde, pour une raison quelconque, avait gagné une autre résolution. Mais ce n'était pas le monde qui avait changé, c'était lui. Quand il s'est garé devant la maison, le moteur de la voiture est resté allumé quelques secondes. Les mains sur le volant, les yeux fixés sur la porte d'entrée. Une pensée a traversé son esprit comme un courant tiède. Tu retournes dans un endroit que tu n'as jamais quitté, mais dont ton cœur était absent. Il a coupé le moteur, il est descendu, il a fait 3 pas jusqu'à l'entrée, et il a hésité. Lui, qui avait tant de fois marché fermement sur des pistes éclairées, entre avions rugissants et tours de contrôle, sentait maintenant ses jambes vaciller devant sa propre porte. Quand Caroline a ouvert, elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Elle l'a regardé comme on reconnaît quelqu'un qui est parti de l'intérieur et qui revient maintenant. Robert l'a regardé, puis dans un geste qu'il n'avait pas fait depuis des années, il a tendu les bras et l'a embrassé. Mais ce n'était pas un câlin de nostalgie, c'était un câlin d'abandon. Caroline a senti son corps s'effondrer sur le sien, lourd, fatigué, comme un soldat revenant d'une guerre invisible. Il pleurait, sans son, sans force, sans défense. Elle l'a tenu avec ses 2 bras autour de la taille. Elle a pleuré aussi. Ils ont pleuré les années de silence. Les nuits où ils dormaient tournés l'un vers l'autre mais si éloignés. Les dîners sans prière. Les dimanches vides. Ils ont pleuré tout ce qui a été perdu. Et tout ce qui, par miracle, était encore vivant. « Il était là », a dit Robert, la voix étouffée entre les sanglots. « Caroline, il était vraiment là. » Elle a posé son front sur sa poitrine, fermant les yeux. « Je sais. J'ai vu les yeux. Je sais. » Ils sont entrés ensemble main dans la main comme 2 survivants traversant un seuil. Dans le salon, la lumière du soir traversait les rideaux. L'horloge indiquait 17h43. Robert s'est assis sur le canapé, le corps mou, comme s'il avait couru à l'intérieur de lui-même toute la journée. Caroline est allée dans la chambre et est revenue avec quelque chose dans les mains. Elle s'est assise à côté de lui et a posé sur ses genoux un petit cadre. L'image du Sacré-Cœur, les mêmes yeux, la même tunique blanche, la même ceinture rouge. Robert s'est figé. Sa respiration est devenue courte, les yeux fixés. Caroline, c'est lui. C'est le visage que j'ai vu. Ce n'était pas une idée, ce n'était pas un symbole. C'était lui. Elle a acquiescé, les larmes aux yeux. J'ai mis cette image dans ta mallette de vol ce matin, à 4h30. Quelque chose m'a réveillé. J'ai ressenti une urgence. Je me suis agenouillé et j'ai prié pour toi. Pendant combien de temps? 45 minutes. J'ai demandé à Jésus que, s'il fallait un miracle pour te rejoindre, qu'il le fasse. Robert a passé la main sur son visage. Il était bouleversé, mais pas de confusion, d'émerveillement. Tu as prié, et il est venu.
Caroline a serré sa main. J'ai juste demandé qu'il te trouve où que tu sois. Silence. Un silence plein de quelque chose. Puis, des pas dans l'escalier. Sophie. Elle s'est arrêtée au milieu du salon, les écouteurs pendant autour du cou, le regard entre surprise et méfiance. « Tout va bien ?» Robert s'est levé lentement, les yeux rouges, les épaules courbées, mais il y avait de la lumière sur son visage. Il est allé vers sa fille. Elle est restée raide, ne sachant pas à quoi s'attendre. Il l'a embrassée. « Pardonne-moi. » Elle a mis quelques secondes, mais elle a répondu. « Pourquoi ? Pour avoir cessé d'être là, même en étant là. » Sophie déglutit. « Tu as l'air différent. J'ai vu quelque chose. » « Quelque chose ? Quelqu'un. » À ce moment-là, Dylan apparut dans l'escalier, pieds nus avec un avion jouet à la main. « Papa ? Salut, champion. T'es pas parti à Lisbonne ?» Robert s'agenouilla et l'attira vers lui. « J'ai essayé, mais Jésus est apparu sur la piste, et j'ai dû m'arrêter. » Dylan fronça les sourcils. « Jésus, genre. Pour de vrai. » Robert regarda son fils dans les yeux et dit avec la plus pure conviction « Pour de vrai. » La pièce se tut. Caroline s'approcha, prit la main de Sophie. Robert tendit la sienne. Dylan l'imita. Et là, pour la première fois en 3 ans, ils se tinrent tous les 4 par la main, en silence. Puis Caroline murmura « On peut prier ensemble ?» Robert acquiesça. Et comme quelqu'un qui réapprend à parler, il dit « Jésus, merci de ne pas avoir abandonné. » À cet instant, toute la maison sembla respirer. Comme si le ciel, qui un jour avait atterri sur une piste de béton, reposait maintenant sur ce toit modeste à Clichy-sous-Bois. 3 jours plus tard, la pluie recommença à tomber sur Paris. Fine, persistante, elle coulait sur les vitres du siège d'Air France comme une prière qui ne demande pas de réponse mais insiste simplement. Au 2e étage du secteur des équipages, Robert Miller feuilletait des documents de sécurité avec les yeux ailleurs. Depuis ce matin-là, sur la piste 26, aucune nouvelle ne le distrayait, aucune routine ne l'absorbait vraiment. Il n'avait plus besoin d'explications. Il avait vu l'impossible, mais il n'en parlait pas à tout le monde, ni à beaucoup, juste à Caroline et maintenant à ses enfants. Le monde, il le savait, n'aime pas les miracles. Les miracles sont des accidents qui dérangent la logique. Mieux vaut les appeler anomalies. Il était prêt à garder ça en lui comme un trésor secret. Mais alors, la lettre arriva. « Capitaine Miller ?» dit Patricia, l'hôtesse qui travaillait avec lui depuis des années, en entrant dans le bureau. « Ça vient d'arriver par le courrier interne, sans expéditeur, juste adressé au pilote du vol 404. » Il prit l'enveloppe blanche, papier simple, écriture tremblante, presque scolaire. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une seule feuille pliée avec des lignes écrites au stylo bleu. En lisant, le temps sembla s'arrêter à nouveau. « Cher capitaine Miller, je m'appelle Marguerite Clément. J'étais l'une des passagères du vol pour Lisbonne le matin du 15 mars. J'étais au siège 14F, fenêtre sur l'aile droite. J'ai passé ces jours à essayer de trouver un moyen d'écrire cette lettre. Mais je ne savais pas si je devais. Je ne savais pas si on me croirait. Moi-même, je ne sais pas encore si j'y crois. Mais je dois raconter. Je dois sortir ça de ma poitrine. Quand l'avion s'est arrêté si brusquement, j'ai cru qu'on allait mourir. Je n'ai jamais eu aussi peur. J'ai fermé les yeux, serré mon chapelet et demandé à Dieu de m'emmener en paix. Mais quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu quelque chose que je ne peux pas oublier. Dehors, sur la piste, juste à côté de l'aile, marchait un homme, vêtu de blanc, lent, serein, avec quelque chose de rouge traversant ses épaules. Le vent ne le bougeait pas, les moteurs ne l'effrayaient pas. Il marchait comme chez lui, comme si cet endroit lui appartenait. Les autres n'ont pas vu, mais moi j'ai vu. Et à cet instant, une paix m'a inondé, comme si j'avais recommencé à croire en tout ce que je pensais avoir perdu. J'ai découvert après qu'au même moment, ma petite fille Émilie, hospitalisée à Lyon après une chirurgie cardiaque, avait eu un arrêt. Le cœur s'est arrêté pendant 28 secondes. Et puis inexplicablement, il a recommencé à battre. Les médecins ont dit que c'était une récupération spontanée. Mais je sais ce que j'ai vu. Et je sais qui était cet homme. Et aujourd'hui, je crois que c'était le même que vous avez vu. Si je me trompe, que Dieu me corrige. Mais si j'ai raison. Alors merci. Merci d'avoir suivi cette impulsion.
Merci de ne pas avoir fermé les yeux sur l'invisible, parce que peut-être, grâce à cela, nous sommes tous en vie, y compris ma Émilie. Avec gratitude, Marguerite Clément, 14F. Robert baissa la feuille lentement, comme s'il tenait une relique. Sa main tremblait. Le silence autour était épais. Patricia observait, sans comprendre son expression. « Tout va bien, commandant ?» Il la regarda, les yeux embués. Elle a vu. « Qui ?» Il prit une grande inspiration, sourit avec la tendresse de celui qui a vu le ciel. Jésus, elle l'a vu aussi. Ce soir-là, chez lui, Robert remit la lettre à Caroline. Elle la lut en silence, sans interrompre une seule ligne. Quand elle eut fini, sa main couvrait ses lèvres. Elle était dans l'avion. Siège 14F, fenêtre de l'aile droite. Le même côté que tu as dit qu'il est apparu. Robert acquiesça. Exactement. Et la petite fille. 5 heures s'est arrêtée à la même minute où j'ai freiné l'avion, et il est reparti sans explication. Caroline regarda le plafond un moment, comme si elle s'attendait à ce que la maison s'ouvre en lumière. C'est plus qu'une confirmation. C'est une réponse. Réponse ? À ma prière. J'ai demandé qu'il fasse l'impossible. Et il n'a pas seulement sauvé toi. Il a sauvé une enfant. Il a sauvé tous les passagers. Robert s'assit, la lettre encore entre les doigts. Pendant longtemps, j'ai pensé que Dieu était silencieux. Caroline toucha sa main. Il parlait. Mais tu avais besoin d'une autre fréquence. À Lyon, à la même heure, la petite Émilie Clément dormait paisiblement. Elle avait 8 ans, des cheveux bouclés et une respiration légère comme du coton. Sur la table à côté de son lit, une petite image du Sacré-Cœur de Jésus. Marguerite l'avait placée là après être revenue de l'hôpital, et chaque soir, avant d'éteindre la lumière, elle murmurait « Merci d'avoir marché sur cette piste ». Quelques jours plus tard, Robert retourna au terminal de la compagnie, la lettre maintenant soigneusement rangée parmi les papiers de son manuel de vol. Quand il trouva Théo Morel dans le réfectoire des équipages, il lui remit une copie. Le copilote lut en silence, puis leva les yeux, stupéfait. « Elle a vu. » Robert acquiesça. « Je n'étais pas le seul. » Théo s'adossa, les yeux brillants. « Ça change tout. Pour moi, ça avait déjà changé. Mais maintenant je sais que je ne suis pas seul. » Le monde suivait son cours. Les vols partaient et arrivaient. Les passagers continuaient à attacher leur ceinture et à demander du café. Mais pour Marguerite, pour Émilie, pour Caroline et pour Robert, quelque chose d'invisible et d'éternel avait été enregistré sur cet asphalte froid de la piste 26, pas dans les systèmes, mais dans le cœur. Et là où les miracles n'ont pas besoin de preuves, l'homme en blanc continuait de marcher, calme, serein, présent. Dans les coulisses de l'aviation, les histoires circulent toujours. Bien avant d'atteindre la presse, si tant est qu'elles y arrivent, elles volent de bouche à oreille, de hangar en hangar, atterrissant doucement dans les oreilles de ceux qui sont trop fatigués pour douter. C'était le cas du vol AF404. La presse n'a jamais su la véritable raison de l'interruption du décollage. Le rapport officiel parlait d'une anomalie visuelle perçue par le commandant, clôturée avec les sceaux d'approbation nécessaires. Aucun problème anormal, aucun coupable, aucune explication. Mais dans les salles de repos des pilotes, dans les couloirs entre les simulateurs d'urgence, dans les conversations pendant les dîners silencieux entre équipages, quelque chose a commencé à circuler. T'as entendu parler de Miller, celui qui a vu? Quelqu'un? Ouais, sur la piste. Ils disent qu'il a freiné à cause d'un homme. Un homme? Quel homme? Tu vas pas y croire. Certains ont ri, d'autres se sont moqués. Mais les plus anciens, ceux qui avaient déjà ressenti l'inexplicable dans le ciel, ont simplement hoché la tête en silence. Dans la salle de repos de l'aéroport de Toulouse, une jeune copilote écoutait en silence pendant que 2 commandants parlaient à voix basse entre 2 gorgées de café. On dit qu'il s'est remis à prier. Après 3 ans d'arrêt, non? Depuis la mort de son frère. Et il n'était pas le seul à avoir vu. Une passagère aussi. Ah mon Dieu! Elle n'a rien dit. Mais cette nuit-là, à l'hôtel où elle passait la nuit, elle a sorti la petite médaille de sa mère du fond de sa valise et l'a remise autour de son cou. Robert Miller ne cherchait pas à faire parler de lui, depuis que Marguerite avait confirmé, avec sa lettre simple et émouvante, qu'elle avait aussi vu l'homme sur la piste. Il s'était encore plus renfermé. Pas par honte,
mais par révérence. Le miracle pour lui n'était pas un drapeau, c'était un autel. Et si le ciel s'était penché pour toucher son quotidien, il voulait préserver cela avec la dignité du silence. Pourtant, le ciel semblait vouloir continuer à parler. Un soir, entre deux vols de correspondance à Lyon, un contrôleur de trafic, un homme grisonnant au regard fatigué, s'est approché discrètement. « Capitaine Miller ?»« Oui. »« Désolé de vous déranger. Je voulais juste dire que j'étais dans la tour ce matin-là. J'ai tout vu sur les écrans. Je n'ai vu aucun homme, mais au moment où vous avez freiné, quelque chose a traversé l'écran, comme une lumière, un reflet qui ne devait pas être là. Robert n'a pas répondu. Il l'a juste regardé dans les yeux. L'homme a continué. Je n'en parle à personne, mais depuis, j'ai recommencé à prier. Je voulais juste dire merci. Il a remercié d'un léger signe de tête et a disparu dans le couloir. Robert est resté immobile un moment, la main sur la poitrine, comme si quelque chose là-dedans recommençait à battre. Dans un hangar à Orly, un mécanicien nommé Jules a trouvé un morceau de papier oublié sur le tableau de bord d'un avion fraîchement révisé. C'était une copie de la lettre de Marguerite, imprimée sur du papier ordinaire. Il n'y avait ni nom ni signature. Mais les mots, ces mots écrits à la main, l'ont touché d'une manière qu'il ne savait pas expliquer. À la fin de la journée, il est passé dans une église pour la première fois en 20 ans. Il a allumé une bougie, et sans vraiment savoir comment, il a murmuré « Merci de marcher parmi nous ». Dans la tour de contrôle de Marseille, une opératrice nommée Lucille a commencé à prendre une petite habitude. Chaque jour avant le premier vol du matin, elle faisait le signe de croix sur le radar. Personne ne savait, personne ne voyait. Mais là, entre les chiffres et les routes, elle croyait qu'il y avait plus que du métal traversant les cieux. À la maison, Caroline percevait le changement de manière presque imperceptible. Ce n'était pas quelque chose que Robert disait, il restait un homme réservé. Mais il y avait une nouvelle lueur dans ses yeux quand il revenait des vols, un silence différent quand il s'asseyait sur le canapé, une chaleur dans ses mains quand il touchait les siennes. Ce soir-là, assis ensemble à table, elle a demandé « Tout va bien là-haut » Il a souri. « Là-haut »« Oui. » Et ici en bas, il a pris sa main. Il serra tendrement. Aussi, pour la première fois depuis longtemps. Sophie, qui faisait ses devoirs à côté, leva les yeux et sourit discrètement. Dylan, de l'autre côté de la table, dessinait un avion. Au milieu de la piste qu'il traçait au crayon, il dessina un homme les bras ouverts. « C'est qui ?» demanda Caroline. « C'est le gars que papa a vu » répondit-il, comme si c'était évident. « Celui qui a arrêté l'avion. Et pourquoi il a un bandeau rouge ?» Dylan haussa les épaules. « Parce qu'il est important. » À la fin de ce mois-là, Robert était sur le point de terminer sa journée de travail quand il trouva une nouvelle enveloppe dans la boîte aux lettres de la compagnie. Sans expéditeur, sans timbre, juste une phrase écrite à la main. « Continuez à voler. Il est toujours sur les pistes. » À l'intérieur, une feuille blanche, sauf pour une citation « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Matthieu 5:8. Robert s'appuya contre le mur du couloir. Il ferma les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, il sourit avec ce genre de sourire qu'on a quand on voit le ciel, même sans lever les yeux. Le miracle, pensait-il, n'avait pas été un événement. C'était une présence. Et maintenant, elle se répandait, invisible, silencieuse, comme le parfum qu'il avait senti ce matin-là. Des fleurs sans nom, venant d'un jardin éternel. Il ne savait pas combien de temps cela durerait, mais il savait que, dans les cieux de France, un vent nouveau commençait à souffler, et quand il fermait les yeux dans la cabine, en silence, il pouvait jurer qu'il voyait encore, juste devant la piste, la silhouette blanche immobile attendant. Bénissant. Présente. Ce n'est pas Robert qui a cherché le pupitre, c'est le pupitre qui l'a trouvé. La proposition est arrivée par téléphone, un matin calme, entre une escale à Nantes et un vol de nuit pour Genève. Le nom qui est apparu à l'écran était familier. Père Emmanuel Rousseau, un prêtre discret que Caroline connaissait d'un petit groupe de prière aux alentours de Montreuil. Capitaine Miller, pardonnez l'audace, mais j'ai entendu parler de ce qui s'est passé sur le vol 404. Robert hésita. Comment l'avez-vous su? Votre femme m'en a parlé, avec le cœur plein. Pas pour attirer l'attention, mais par gratitude. Robert ne répondit pas. Le prêtre, d'une voix sereine, continua.
Nous organisons une veillée dimanche prochain dans une chapelle à Lyon. Beaucoup là-bas sont fatigués, désabusés. Ce serait important d'entendre quelqu'un qui a vu. Robert ferma les yeux. Il déglutit. « Père, je ne suis pas prédicateur. Je ne l'ai jamais été. Alors parlez comme ce que vous êtes. Un pilote qui a vu l'invisible. Parfois, le pupitre ressemble plus à une cabine. Le dimanche soir, la chapelle de Sainte-Anne était pleine. Ce n'était pas une cathédrale. C'était une construction modeste, avec des bancs en bois usés, des bougies vacillant contre le froid de mars, et des vitraux humbles filtrant la lumière du crépuscule en tons orangés. Robert s'assit au premier rang, inquiet. Il portait une chemise bleu clair, une veste sombre, le même uniforme qu'il portait toujours pour les vols, mais qui ce jour-là semblait insuffisant. Caroline était à ses côtés, les mains entrelacées aux siennes. Sophie et Dylan venèrent derrière, assis ensemble comme ils le faisaient rarement. À 19h, le prêtre monta à l'autel. La chapelle se tut. Aujourd'hui, ce n'est pas un sermon, c'est un témoignage. Il fit signe à Robert. Il marcha lentement jusqu'au micro. Il y eut un bref bruit d'attente. Certaines personnes avaient déjà entendu des rumeurs, d'autres étaient là par hasard. Mais personne ne savait ce qu'il était sur le point d'entendre. Il prit une profonde inspiration. « Bonsoir, je m'appelle Robert Miller. Je suis commandant dans l'aviation civile. Je vole depuis plus de 20 ans. Et, il y a 2 semaines, j'ai vu Jésus-Christ debout sur la piste de l'aéroport Charles de Gaulle. Personne n'a ri, personne n'a bougé, même ceux qui ne croyaient pas. C'était au moment du décollage. Tout était parfait. Technique impeccable, ciel dégagé, le genre de matinée qu'un pilote remercie en silence. Mais à cet instant, le silence était plus profond, comme si le monde avait coupé le son. Et puis, je l'ai vu, il a décrit la tunique, la ceinture, le regard, l'odeur inexplicable de fleurs, le geste des mains levées comme une bénédiction. Et quand mes yeux ont croisé les siens, toute la douleur que je portais s'est ouverte en moi. La colère, le doute, le deuil qui m'avait vidé depuis que j'ai perdu mon frère. Tout a été touché, pas avec accusation, mais avec connaissance. Il fit une pause. Le micro captait sa respiration irrégulière. J'ai freiné l'avion, contre tout protocole, contre toute logique. Et ensuite, nous avons su qu'un Cessna avait croisé notre route, invisible au radar. 30 secondes de plus, et nous aurions percuté en plein vol. Silence absolu. Je ne sauvais pas un vol, je me faisais sauver. Les mots se posèrent dans la chapelle comme de la neige. Certains commencèrent à pleurer, d'autres baissèrent la tête. Il conclut « Je ne suis pas venu ici pour raconter une belle histoire. Je suis venu dire qu'il marche encore parmi nous, pas seulement dans les temples, mais sur les pistes, dans les couloirs des hôpitaux, sur les canapés où plus personne ne prie. Je sais, parce qu'il m'a trouvé là où j'avais cessé de le chercher. Et puis, l'impossible s'est produit. Un homme s'est levé au fond de la chapelle, maigre, visage abattu, yeux creux. Il portait quelque chose sur les épaules, pas physique mais visible, la culpabilité. « Capitaine Miller, dit-il d'une voix tremblante, je m'appelle Thierry, je suis le pilote du Cessna. » Un murmure parcourut l'assemblée. Il marcha dans l'allée jusqu'à l'hôtel. Il tremblait, il transpirait. J'aurais dû déposer le plan de vol, mais la radio a échoué. Et j'ai continué. Je savais que c'était dangereux, mais je pensais que ça passerait vite. Quand j'ai su ce qui s'était passé, je n'ai pas pu dormir. J'aurais tué des centaines de personnes, y compris vous. Robert descendit les marches. Ils se retrouvèrent face à face. Je voulais demander pardon. Mais Robert tendit simplement les bras et l'enlaça. Les pleurs de Thierry furent puissants. Il faillit s'effondrer. Robert le soutint. « Il n'y a plus rien à pardonner, dit-il. Nous avons tous les deux été sauvés. » Le prêtre, au fond, avait les yeux embués. Dans l'assistance, un silence sacré régnait. Ce n'était plus une histoire, c'était une rencontre. Après la veillée, alors que les gens sortaient un à un, beaucoup venaient lui serrer la main. Aucun des gestes n'était fanatique, ni exalté. C'étaient des touchés discrets, comme on touche un objet sacré sans vouloir le profaner. Un monsieur s'approcha et dit « Je ne crois pas au miracle, mais quand vous avez parlé, je me suis souvenu de quand j'ai failli perdre mon fils, et pour la première fois depuis des années, j'ai voulu remercier. » Une jeune hôtesse dit doucement
Cela fait 3 ans que j'ai perdu ma foi. Mais aujourd'hui, j'ai eu envie de prier à nouveau. Robert ne disait pas grand-chose. Il écoutait simplement. Il n'était pas le centre de tout ça, il n'était que le canal. Sur le chemin du retour, Caroline tenait la lettre de Marguerite sur ses genoux. Sophie dormait sur la banquette arrière, la tête sur l'épaule de son père. Dylan regardait par la fenêtre. « Il ne s'arrête pas, Rob, » murmura Caroline. « Il ne fait que commencer. » Robert acquiesça, les yeux sur le rétroviseur. Derrière, Lyon disparaît lentement. Mais en lui, quelque chose se lève. Pas une scène, mais un hôtel. Et dessus, pas de projecteur, juste une certitude. La présence qui a marché sur une piste ce matin-là vole maintenant sur les routes, dans les cieux et dans les cœurs. Toujours silencieuse, toujours réelle. 10 ans s'étaient écoulés depuis le matin où le ciel est descendu sur la piste 26 de Charles de Gaulle. 10 ans. Assez de temps pour qu'un enfant grandisse, pour qu'un pilote prenne sa retraite, pour qu'une ville change, pour qu'un cœur réapprenne à battre autrement. Mais pour Robert Miller, le temps n'a rien effacé. Au contraire, il a poli. L'image de ce matin-là n'a pas perdu de couleur, de parfum ou de netteté. L'homme en blanc, serein, marchant contre le vent, reste aussi vivant dans sa mémoire qu'au moment où il l'a vu. Il y a des jours où il semble même plus proche, comme s'il était juste au coin de la pensée. Ce matin d'automne, Robert est retourné à l'aéroport, pas pour voler, pas pour travailler, mais pour se souvenir. Il a marché lentement jusqu'à la clôture qui séparait le public de la zone restreinte. Le vent portait l'odeur de kérosène mêlée à la brise froide. Le bruit des avions était presque réconfortant, comme de vieux compagnons appelant son nom. Il avait dans sa poche le dépliant froissé de la célébration de son anniversaire de retraite, survenu 2 semaines plus tôt. Il avait été honoré, bien sûr. Plus de 20 000 heures de vol, un dossier impeccable, 4 urgences résolues, une vie entière entre nuages et décollage. Mais aucun hommage ne disait la vérité sur sa vie. La véritable courbe de trajectoire n'était pas dans ses dossiers de vol, mais dans cet instant où il a freiné l'Airbus pour ne pas écraser un homme que lui seul voyait, et qui a sauvé près de 200 âmes et un enfant à Lyon. En s'approchant de la clôture, il a aperçu un petit groupe réuni près de l'asphalte. Ce n'était pas un événement officiel, pas de sécurité ni de drapeau. Juste des gens ordinaires, certains en uniforme, d'autres en vêtements simples, tous en silence révérencieux, comme ceux qui visitent une tombe où il n'y a pas de mort. Et puis, il a vu. Enfoncée discrètement dans le sol, une petite plaque de bronze. Piste 26. Ici, ciel et terre se sont touchés. 15 mars. Robert a souri. Il n'avait aucune idée de qui l'avait placé. Et personne n'a jamais revendiqué la paternité. Peut-être que c'était un pilote, un mécanicien, une grand-mère reconnaissante, ou quelqu'un qui a juste entendu l'histoire et ressenti quelque chose changer. Il s'est approché de la plaque, a enlevé sa casquette et a touché le métal froid du bout des doigts. Caroline s'est arrêtée à ses côtés quelques secondes plus tard. Elle avait toujours le même sourire doux, mais maintenant avec des cheveux plus clairs et des yeux qui respiraient à la paix. « Tu veux rester seul un moment ?» a-t-elle demandé. « Non, » a-t-il répondu, et il a pris sa main. « Plus maintenant. » Au loin, un Airbus s'alignait pour le décollage. Le rugissement des moteurs a grandi, a pris corps, a vibré sur le béton comme un cœur géant prêt à s'emballer. Robert a observé l'avion accélérer, la carlingue tremblant, la force brutale tirant des tonnes de métal vers le ciel. Pendant un instant, et juste un, il a cru voir quelque chose, un reflet, une silhouette, une lueur blanche découpant le vent. Il a cligné des yeux, rien, ou peut-être tout. Caroline aperçut le mouvement subtil sur son visage. « Tu as vu ?» Il a mis du temps à répondre. « J'ai senti. » Elle sourit, inclinant la tête. « Il est toujours là. » Robert regardait la piste vide, les vagues de chaleur montant en ondulation. Sa poitrine se serra non pas de douleur, mais avec la révérence de quelqu'un qui reconnaît avoir vécu quelque chose de plus grand qu'il ne méritait. À Lyon, Marguerite Clément, maintenant avec les cheveux presque entièrement blancs, déposait des fleurs sur la petite table à côté du lit de sa petite fille. Émilie, maintenant jeune adulte, étudiait les soins infirmiers. Un cœur qui s'était arrêté pendant 28 secondes et avait recommencé à battre comme s'il avait entendu un appel.
« Mamie, lui demanda-t-elle un jour, tu as vraiment vu un homme sur la piste? Un homme en blanc ?» Marguerite sourit, passant la main dans les boucles de sa petite fille. « Je l'ai vu, mon amour, et tu es la preuve qu'il n'est pas passé par hasard. » Ailleurs, en France, Thierry, le pilote du Cessna, dirigeait une petite école d'aviation. Il était apprécié des élèves, strict mais gentil. Il commençait toujours les cours par une phrase écrite au tableau. « Le ciel n'est pas seulement une atmosphère. » Certains pensaient que c'était une métaphore, d'autres de la poésie. Lui savait que c'était vrai. Thierry portait dans la poche intérieure de sa veste un découpage de journal avec la photo de la veillée à Lyon. Un homme en étreignant un autre à l'hôtel. Aucun nom cité, aucun gros titre scandaleux. Juste un geste de pardon. Il gardait ce papier comme on garde une encre. Dans la banlieue de Paris, Sophie était maintenant professeure de littérature. Parfois, elle parlait à ses élèves de récits de transcendance, sans jamais mentionner l'histoire personnelle de sa famille. Mais elle terminait toujours par la même phrase. Parfois, l'invisible a juste besoin d'yeux fatigués pour être vu. Dylan, quant à lui, était devenu pilote. Dans la poche de son uniforme, il gardait la lettre de Marguerite. Avant chaque vol, il posait la main sur le papier, fermait les yeux et disait « Si tu es dans le coin, merci ». À la fin de cette matinée à l'aéroport, la foule se dispersa. La piste 26 resta silencieuse, sauf pour le grondement lointain d'un avion qui roulait. Robert et Caroline retournaient à la voiture quand un employé de maintenance les salua d'un signe de tête. Il était jeune, probablement nouveau à l'aéroport. Il avait des yeux curieux. « Vous êtes le capitaine Miller ?» demanda-t-il un peu timide. « Oui, c'est moi. » Le jeune homme sourit, presque gêné. « Je ne sais pas si c'est idiot, mais parfois quand j'arrive tôt, genre 5 heures du matin, je vois quelqu'un marcher là-bas. » Il pointa vers la piste. On dirait un homme. Mais quand je regarde à nouveau, il a disparu. Caroline et Robert échangèrent un regard silencieux. « Qu'est-ce que vous pensez que c'est ?» demanda le jeune homme. Robert posa la main sur son épaule, gentiment. « Je pense que c'est quelqu'un qui veille ici. » Le jeune homme sourit, sans comprendre totalement, mais réconforté, et il s'en alla. Robert regardait la piste illuminée par le soleil d'automne. Le vent soufflait doucement, soulevant poussière, lumière, silence, tout mélangé. Caroline entrelaça ses doigts aux siens. « Tu penses qu'il revient encore ?» Robert prit une profonde inspiration, laissant l'air entrer comme une prière. Il n'est jamais parti. Et puis, dans le reflet du verre protecteur de la clôture, pendant un instant qui ne dura pas plus qu'un souffle, quelque chose de blanc sembla traverser l'asphalte. Calme, silencieux, immobile, présent. Quand Robert cligna des yeux, la figure n'était plus là. Mais quelque chose en lui, en tous ceux qui avaient été touchés, savait. Jésus marchait encore. Pas seulement sur des pistes, mais sur des routes, des hôpitaux, des salles silencieuses, des maisons fatiguées. Il marchait là où on l'appelait, ou là où quelqu'un était sur le point de perdre la foi. Parce qu'au final, les miracles, c'est pas des événements, c'est des présences. Et il continuait à marcher, invisible pour certains, éternel pour ceux qui l'ont vu, entre le béton de la France et le ciel qui lui appartenait.